L'UDPS ne s'est jamais départi de ses convictions. Plus de 800 partis politiques au Congo. Charles Mobutu et... Mais maintenant, ça fait plus de 5 ans maintenant que votre parti est au pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté, le point positif que votre parti a apporté? M. Mandela, il nous a montré des kabylistes, de M. Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quel serait le poste adapté pour vous pour pouvoir contribuer à améliorer la vie des peuples congolais? Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau numéro avec Monsieur Makombo. Bonjour Monsieur Makombo. Bonjour Madame Victorine. Comment allez-vous? Super, ça va très bien, merci. Bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Merci. Je suis ravie cet après-midi de vous retrouver. En passant, je tiens à dire merci à l'hôtel Vandenvalk de Verviers qui nous accueille cet après-midi dans ses locaux. C'est un cadre très chaleureux. Comme vous pouvez voir, il fait beau. Donc si vous êtes de passage à Verviers, n'hésitez pas, vous serez accueillis avec un personnel de qualité. Monsieur Makombo, je me retrouve vers vous. Parlez-nous un petit peu de vous brièvement pour que les personnes qui nous suivent sachent un peu qui vous êtes dans une petite présentation, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Voilà, je m'appelle Dominique Makombo Nindou et je suis congolais d'origine et je viens de la province du Katanga et précisément de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi. Je suis né en 1958. Je suis père de 6 enfants et je suis titulaire de 2 diplômes universitaires, donc la licence obtenue en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, UNILU, et de diplôme 1 DEA en relations internationales et intégration européenne de l'université de Liège, l'ULG, et puis de quelques formations du côté de l'ONU dans sa partie HCR à Genève. Et voilà, et puis je suis verviétois, habitant ici depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et voilà. Merci pour votre présentation. Mais ici, en fait, moi, revenons un peu à notre rencontre. Oui. J'ai eu l'occasion, en tout cas, de vous rencontrer la première fois ici à Verviers, à la marche qui a eu lieu pour le Congo. Mais il y a quelque chose que j'avais remarqué où j'avais souligné, il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est dû à quoi? Un manque de communication, où la marche s'était centrée que pour le Congolais vervétois. D'abord, je commencerai par le dernier aspect. Donc, la marche ne concernait pas uniquement que les Congolais de Verviers, mais plutôt de tous les Congolais qui habitent en Belgique en général. Et le travail de sensibilisation a été très bien fait. Mais il s'avère que le jour qui a été décidé pour faire cette marche là-bas, il y avait aussi d'autres organisations le même jour à Bruxelles comme à Liège, comme il m'a été rapporté plus tard. Donc cela fait que nous avons eu moins de public, c'est-à-dire on a autour de 200 âmes qui sont venues, mais nous étions fiers d'avoir réalisé cette marche là-bas, car elle était importante aux yeux des Congolais vivant à Verviers comme ceux des environs. Ok, merci pour l'explication en tout cas. Ça fait plus de 37 ans que vous militez pour le Congo. Pourquoi en fait vous êtes dit je vais devenir militant, je vais défendre mon pays? Quels sont les éléments
qui vous ont poussé à devenir militant, qui vous ont poussé à vous défendre, à vous lever et dire que moi, je vais défendre mon pays, je vais défendre mon peuple? Oui, merci pour la question. Elle est importante dans la mesure où on revient aux sources, c'est-à-dire nous étions encore très jeunes au pays et nous avons constaté que notre pays était pris en otage dans une certaine mesure par le président de l'époque, qui s'appelait Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, et que il avait instauré un système à parti unique qui ne laissait l'expression libre à personne. Mais malheureusement, le régime qu'il avait, il a ensuite pris le chemin de la dictature et s'est conforté dans ce chemin-là au point que c'était un régime ou une société qui privilégiait les uns parmi les Congolais et qui laissait d'autres pour compte. Mais la grande majorité s'est retrouvée paupérisée par ce système de gestion du pays par le président, l'ancien président Mobutu. Ce qui nous a poussé, nous les jeunes, à réfléchir. Nous avons pensé, nous nous sommes éloignés petit à petit de cette manière de voir les choses. Nous pensions à la justice distributive, nous pensions à l'égalité des chances, nous pensions à la méritocratie, nous pensions que tous les Congolais devraient avoir les mêmes chances devant tout, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est ce qui a motivé le fait que nous, en réfléchissant, nous avons créé d'abord notre propre parti et ensuite vu que le parti UDPS qui a été créé en 1982 par les pères fondateurs du parti, reprenait un peu l'ensemble de nos revendications et nous avons adhéré à ce parti-là en étant encore au pays. Ok, mais au pays, quand on sait, ce matin justement, je faisais une recherche, je ne sais pas si Google m'a menti, mais il est mis qu'il y a plus de 800 partis politiques au Congo. Maintenant, ma question ici, je ne sais pas du tout si les 800 sont actifs ou pas, mais en tout cas, il y a plusieurs partis politiques. Mais pourquoi seulement vous avez choisi l'UDPS? Il y avait un père par exemple. Pourquoi seulement l'UDPS? Quelles sont les valeurs de l'UDPS qui vous ont influencé, qui ont influencé votre décision de dire que je veux militer pour mon pays, mais avec la partie politique UDPS? Ça veut dire qu'il y avait des valeurs qui cadraient avec vos valeurs à vous. Et si oui, quelles sont ces valeurs? Les valeurs, merci bien pour la question, mais les valeurs sont reprises justement dans l'appellation même du nom du parti, c'est-à-dire l'union, donc la création de l'unité de tous les Congolais pour la démocratie. Et donc nous recherchons un espace démocratique, un État démocratique, un régime démocratique pour le progrès. Et donc nous recherchons chaque fois, c'est des valeurs, nous recherchons à sortir notre pays du sous-développement et au service de tout le monde, donc pour le social de tout le monde. Donc toutes les valeurs pour lesquelles qui nous ont poussé à adhérer à l'UDPS sont contenues dans l'appellation même du parti. D'accord. Donc durant ces 37 ans de votre combat à l'UDPS aussi, est-ce que vous savez nous dire 2-3 petites choses que vous avez déjà vues, que ça a changé depuis la création de l'UDPS jusqu'à maintenant au niveau du peuple congolais? Qu'est-ce que ça a apporté en plus votre combat? Oui, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Vraiment, dans ce cas-ci, à l'UDPS, ce qui est à l'UDPS. L'UDPS, il faut rendre hommage à ce parti politique congolais parce que c'est le premier qui a pu dire non, stop à la dictature. Une dictature très dure de maréchal Mobutu. Et malgré que les tenants du régime restaient sourds aux
aux revendications de l'UDPS, aux appels de l'UDPS. L'UDPS ne s'est jamais départi de ses convictions, est resté tout droit sur la ligne de la recherche du bien-être de tous les Congolais. Et donc il a milité pendant tout ce temps-là avec, à commencer par les pères fondateurs qui sont en nombre de 13, je ne reprendrai pas tous les noms ici, mais le plus illustre reste toujours M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a montré, à l'instar des leaders des autres pays comme l'Afrique du Sud par exemple, dans le chef de M. Mandela, il nous a montré que nous devons être convaincus du bien-être du Congolais, de la recherche du développement, que le Congolais devrait un jour aboutir à avoir sa démocratie. Il nous a convaincus au point que, bon, aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons la démocratie au Congo grâce justement au combat si long de cet homme-là. D'accord, merci pour la réponse. Maintenant, j'ai lu qu'il y avait trois sortes de UDPS. Oui. Il y en a un, il est mis avec, je suppose que c'est un monsieur Kabassa. Kibassa. Kibassa, merci. Oui. Donc monsieur Kibassa. Un autre avec monsieur Mukendi. Et le troisième avec monsieur Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous savez... Félix Tshisekedi. Ah, ok. Oui. D'accord, donc c'est lui actuellement. Oui. Donc avec monsieur Félix Tshisekedi. Mais c'est quoi la différence dans les trois UDPS? Parce qu'il y a trois noms différents. Oui, la différence fondamentale, il n'y en a pas, puisque tous ces partis-là s'appellent UDPS. C'est une question juste de sensibilité, hein, des gens qui préfèrent s'appuyer beaucoup plus sur certaines valeurs que d'autres. Mais à la base, ça reste toujours les mêmes valeurs, ils partagent toujours les mêmes valeurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui les rassemble tous au moment venu. Mais ceci aussi, c'est une question aussi de diversifier aussi cette force-là, cette dynamique-là, de la pousser vers le changement, vers le progrès. Et on n'est pas obligé de rester statique, et étant donné aussi que bon, chacun est libre de créer le parti politique qu'il veut, mais nous restons unis et nous gardons le même cap qui a été défini par les pères fondateurs, dont Étienne Tshisekedi. Nous gardons ce cap-là, le cap du relèvement du Congo, le cap de la démocratie, le cap où il faudra à la fin que tout Congolais puisse être fier de pouvoir vivre dans son Congo sans qu'il ne soit agressé, attaqué ou malmené, maltraité. Voilà. Ok. Votre combat est noble. Mais maintenant, ça fait plus de 5 ans maintenant que votre parti est au pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté, le point positif que votre parti a apporté, parce que depuis plus de 5 ans maintenant, le Congo est dirigé par Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Quels sont les points forts que vous avez relevés de son mandat depuis qu'il a commencé? Et quels seront les points faibles aussi que vous avez remarqués durant ces 5 années que vous êtes au pouvoir? Certes, vous me demandez là une question qui est vraiment très facile, mais qui demande beaucoup plus d'arguments, dans ce sens que, bon, me demander quelques points forts, je ne saurais pas me limiter à quelques points forts. Il y en a beaucoup de points forts, dans ce sens que, d'abord, c'est le fait de renverser la dictature. De chasser cette dictature-là qui nous a embêtés pendant des années, si pas, comme on dit, pendant 32 ans. Ensuite, on rajoute la dictature des kabylistes, de M. Joseph Kabila, et tout ça, ça nous a ennuyés. Nous nous demandions si vraiment le Congo nous appartenait ou il appartenait aux étrangers. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. La première chose, c'est la victoire d'avoir accédé à ce pouvoir-là derrière lequel nous avons couru pendant 37 ans. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la baguette magique de notre président de la République qui a su retourner
un parlement qui lui était très hostile, puisque pour pouvoir procéder aux transformations, aux changements dans le pays, il faut avoir avec soi la majorité au niveau du Parlement, et la première majorité qu'il a trouvée lui était hostile, et il a été un génie de pouvoir transformer cette majorité-là qui lui était hostile, qui a tout simplement basculé en se disant qu'ils sont tous Congolais, ils ne doivent pas bloquer un Congolais. Et ils ont été tous acquis à sa cause, et nous nous sommes rassemblés pour finalement dans l'union sacrée de la nation congolaise. Ça, c'est une très belle victoire. Et alors, autre chose qu'il faut dire, aujourd'hui, on parle de lui comme quelqu'un qui voyage beaucoup, il est à l'extérieur, ça me fait marrer, ça me fait beaucoup rire, parce que la plupart des personnes qui interviennent sur cette question-là, ce sont des néophytes ou des gens qui ne savent pas ce que c'est que diriger un pays ou être à la tête d'un pays. C'est vrai que je n'en suis pas, je ne suis pas le président, mais on a étudié la question, et donc la réponse est simple. Diriger un pays ne veut pas nécessairement dire s'asseoir sur son fauteuil de président à la cité de l'OUA, manger son kwanga et son likayabu, et puis c'est fini, et aller festoyer avec le Congolais. Non. Diriger aussi un pays, à part le fait de le gouverner de l'intérieur, il s'agit de le gouverner de l'extérieur. Donc sortir du pays pour ouvrir le pays au reste du monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ce voyage. Je l'admire beaucoup, hein. Beaucoup de gens pensent que c'est si facile pour lui. Mais il n'y a qu'à demander ceux qui font des voyages du Congo, de l'Europe vers le Congo, en passant 12 heures, je ne sais pas combien, en avion, si c'est facile. Avec la peur que l'avion peut aussi se cracher. Or, il le fait pourquoi ? Il pourrait bien aussi rester chez lui, hein, comme le faisaient les autres présidents, tranquillement, en train de manger leur boukari, foufou, fumbois. Non, il s'est dit, il a une mission. Et la mission qui lui a été confiée par son parti, par les pères fondateurs, c'est-à-dire désenclaver le Congo. C'est-à-dire, comme le Congo était sous un embargo sur le plan international, il fallait l'ouvrir. Mais maintenant, diversifier surtout les partenaires. Avant, nous étions bloqués tous avec les partenaires occidentaux qui venaient imposer leur point de vue et qui ourdissaient même des complots dans des palais en Europe ici. Et ensuite, après, on avait des putsch et des coups d'État au Congo. Mais non, le président de la République a résolu la question. Question résolue. Il vient chez vous vous dire ce qu'il pense de vous. Et quand ils viendront chez nous, ils sauront qui sommes-nous, et nous n'avons plus à accepter de fonctionner en termes du mode ancien, du paternalisme, où l'Europe devait nous dicter la direction que nous devions suivre. Et aujourd'hui, il est comme une fourmi dans la trompe d'un éléphant. Et c'est un succès formidable. Il y a aussi le point faible, c'est tout simplement la question de la guerre à l'Est. La guerre à l'Est que nous déplorons tous et qui nous fait quand même mal, hein, parce qu'il s'agit là d'un pays voisin, les Rwandais. Il ne faut pas croire, que nous, Congolais, nous en voulons particulièrement aux Rwandais, aux citoyens rwandais. Les Rwandais sont des Africains comme tous les autres habitants de l'Afrique, hein, ce sont des Africains. Et nous n'en avons pas après eux, nous en avons après le régime qui dirige leur pays. En l'occurrence, nous en avons après M. Kagame, qui représente vraiment tout ce qu'on ne voudrait pas voir en Afrique. C'est-à-dire des massacres, des tueries, envahir les pays voisins, à la poursuite il voudrait
cherchait à créer une expansion de son État, du Rwanda, alors que bon, les frontières sont là. Les minéraux qu'il est en train de spolier, qu'il est en train de prendre au Congo, c'est des minéraux qui peuvent aider même son propre pays. Mais il le fait comme un petit soldat au service des Occidentaux et des Américains. Des Américains et des Occidentaux. Donc nous savons très bien, pour nous Congolais, qu'ils sont à l'origine de la mort de notre premier ministre du Congo, M. Patrice Emery Lumumba. Ils ont tout fait pour évacuer le premier président de la République, M. Joseph Kasavubu. Ils ont installé, les Occidentaux toujours, les Américains, et personne n'ignore ces faits-là. Ils ont installé M. Mobutu, qui a pris ses libertés pour se transformer au point de se déclarer, s'auto-définir comme maréchal, alors que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, M. Mobutu, après une gestion un peu défaillante, si pas calamiteuse du Congo, les mêmes Américains sont venus lui dire « Sors de là, sinon nous allons te tuer ». Ils l'ont fait sortir, ils l'ont fait partir du Congo, alors que ça reste quand même un Congolais. Toujours les mêmes Occidentaux et Américains. Ensuite, après, nous avons le président Laurent Désiré Kabila, qui était tranquille dans son coin, dans le maquis. Il mangeait bien ses chenilles, il mangeait bien les rats des champs. Il n'avait pas de problème. On est allé le chercher pour lui dire, voici, le siège est vide, viens. Quand il vient, il réalise que c'est une grosse arnaque. Il dit non, les Rwandais dehors. Les mêmes Américains et leurs suppôts africains exécutent M. Kabila Laurent. Vous voyez, quand on vit dans une situation comme ça avec un voisin, tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de ressouder le sentiment d'appartenance à une même nation, c'est-à-dire nous rappeler que nous sommes avant tout des Congolais. Avant d'être un Moulouba, avant d'être un Swahiliphone, avant d'être un Katangé, un Mongala, un Mukongo, nous sommes d'abord Congolais. Nous devons nous battre jusqu'à la mort pour notre patrie, notre pays. Nous devons nous battre et ne laisser aucun centimètre à l'ennemi. En ce moment ici, Kagame et son pays et tous ceux qui représentent les ennemis du Congo. Donc voilà un peu le côté le plus faible. Et il en va aussi, le côté social. Le côté social, c'est parce que les gens pleurnichent beaucoup en disant qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de l'électricité, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas beaucoup de choses qui agrémentent la vie au quotidien. Mais seulement, il n'arrive pas à réfléchir. Cette souffrance-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà du temps du président Mobutu, on souffrait déjà la misère. Elle était là. Elle était là. Il n'y en avait que pour les proches du président et rien pour les autres. Justement, une explication pour laquelle beaucoup de Congolais sont partis du Congo, c'est parce que la misère était déjà là. Elle s'est accentuée avec les différents présidents ensuite. Or, ici, nous nous retrouvons dans une situation telle qu'on a le choix. Soit d'arrêter, de reconstruire notre armée pour faire face à l'ennemi, et alors prendre tout l'argent que le gouvernement a pu glaner dans les différentes opérations de réalisation du budget, qu'on mette ça au service du social. C'est-à-dire qu'on nourrisse les gens, qu'on éclaire les rues, qu'on nettoie les villes, c'est sûr qu'on construit des routes, et puis qu'on n'ait pas la paix. Donc c'est le choix à faire. Alors le choix censé serait de serrer sa ceinture tout simplement, puisque, comme beaucoup le savent, rien n'est éternel sous le soleil. Si la guerre a commencé, elle aura bien un jour une fin. Une fin, mais surtout
ici en faveur du Congo, puisque le Congo est très grand au niveau de sa dimension, plus que le Rwanda, et sera toujours à l'avantage du Congo. Donc serrer la ceinture, accepter de faire des sacrifices pour qu'on ait la paix. Une fois qu'on a la paix, on pourra manger tranquillement, on pourra s'éclairer tranquillement, on pourra être libre. Mais on ne peut pas manger, être bien se vêtir avec la pression derrière. On ne peut pas. Et donc c'est le message qu'il faut adresser à tous ceux qui invectivent le président de la République en l'accusant de beaucoup de choses. C'est parce que ils ne comprennent pas très bien les choses et ils ne conseillent pas très bien le public et les Congolais du meilleur choix à faire en ce moment ici. Donc il y a certaines faiblesses, mais les mêmes faiblesses qu'on a pu remarquer dans les régimes passés. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. La différence ici, c'est que le président de la République, notamment par rapport à son plan de 145 territoires, il a relancé le pays par le fait des constructions à gauche, à droite, des routes, même des parties de routes. Et il a redonné confiance en disant voici l'homme qu'on attendait, qu'il puisse poser les actes. Malheureusement, nous sommes dans un jeu politique, ce qui fait que celui qui ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. Il fera toujours des messages, il utilisera toujours un langage pour vous vilipender et manipuler le peuple, l'opinion, pour que l'opinion se retourne contre le pouvoir. Alors que M. Tshisekedi, c'est un démocrate. Il n'utilise pas des armes, il ne tue pas. C'est une éducation qu'il a eue, comme beaucoup d'autres membres de l'UDPS. On ne tue pas. Nous autres, on ne tue pas. Nous utilisons les arguments et les textes légaux pour nous donner raison ou donner tort à l'adversaire. Voilà. En tout cas, merci pour ces explications, ces éclaircissements, si je peux dire ça comme ça. Nous allons marquer une petite pause et nous revenons dans quelques minutes. Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. De retour sur le plateau de Parlement de Toi TV avec Messieurs Makombo. Ça va depuis? Oui, ça va très bien, Madame Victorine, oui. Vous êtes licencié en sciences politiques et en administration à l'université de Lubumbashi, comme vous l'avez dit plus tôt dans votre présentation. Ensuite, vous avez fait à l'université de Liège un 2EA en relations internationales et en intégration européenne. Ici, ma question serait, si demain vous étiez emmené à retourner dans votre pays, pour travailler pour votre pays, avec les connaissances que vous avez acquises ici et ceux que vous avez acquises à Lubumbashi, quel serait le poste adapté pour vous pour pouvoir contribuer à améliorer la vie des peuples congolais? Ah, belle question, mais la réponse, elle est simple, c'est-à-dire que bon, je n'ai aucune prétention à me croire plus intelligent ou plus savant que ceux qui sont là à l'heure actuelle, parce qu'il faut quand même se dire que le Congo a produit au niveau de son éducation beaucoup d'universitaires, beaucoup de docteurs, beaucoup de savants et qui sont de loin meilleurs que moi. Ils sont sur place au Congo.
Mais la seule différence qu'on peut dire, c'est l'expertise. Les années passées ici, dans ce pays-ci, nous ont permis d'acquérir une expertise auprès de nos amis européens qui peut aider beaucoup le pays. Donc, ayant fait ce genre de cursus-là, je pense qu'on s'adapte. On est là pour résoudre toutes les questions, quels que soient les domaines où on pourra nous appeler. Nous sommes là, nous avons l'expertise, elle est certaine. Donc il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à dire que c'est... non, nous avons appris comment diriger un pays, comment diriger une administration, on a appris comment développer une agriculture, développer des secteurs jusqu'ici insoupçonnés, car le pays est très riche et il n'a pas encore exploité toute l'expertise de tous ses enfants, je dirais plus ceux qui sont à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de Congolais qui ont de l'expertise ici et qui mériteraient que le pays, que le gouvernement les rappelle pour leur dire: voici, venez mettre votre main à la pâte parce que nous avons besoin de vous. Et nos amis qui sont au Congo, ils n'ont pas développé une sorte de haine ou de jalousie par rapport à leurs compatriotes qui sont à l'étranger. Si beaucoup sont partis du Congo, c'est pour acquérir, c'est pour accroître leurs connaissances, leur savoir. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, hein, vous avez des Congolais qui sont ici en Europe, qui sont des experts dans plusieurs domaines, mais seulement il faut les dénicher, il faut les trouver. Dont moi, mais je n'ai aucune prétention. Hein. Tout ce que je souhaite, c'est que le gouvernement congolais puisse prendre conscience qu'il y a des perles à l'extérieur. Des gens aussi sérieux que ceux qui sont là-bas. On se plaint, les Congolais se plaignent beaucoup des Congolais qui ont vécu à l'étranger et qui sont aujourd'hui aux côtés du président. Les Congolais se plaignent d'eux, mais il faut dire qu'ils ne sont pas représentatifs de la crème des Congolais qui se retrouvent ici. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Tout ce qu'il faut, c'est que le gouvernement puisse développer ou mettre sur pied une commission qui puisse sillonner et l'Europe. Quand je parle de l'Europe, il faut d'abord penser à la Belgique, d'abord, ensuite la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les pays scandinaves, et puis aller aux États-Unis. Et vous verrez que bon, le pays là peut avoir des gens capables, des gens compétents, qui peuvent en un rien de temps, c'est-à-dire sur l'espace d'un programme biannuel, relever les défis dont les Congolais se plaignent pour le moment. Donc voilà. En même temps, vous venez de lancer un message aussi à notre gouvernement, parce que c'est vrai que quand on regarde en Europe, on va plus parler de la Belgique parce qu'on est en Belgique. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de Congolais dans des postes de responsabilité. Nous retrouvons les femmes congolaises comme des échevines à Bruxelles. Nous retrouvons des femmes congolaises dans des postes au Parlement européen. Donc, il y a vraiment à faire. Donc, votre message, je pense que le gouvernement a entendu le message et ils pourront prendre en compte ce message-là et mettre en place justement un plan d'action et un plan d'attaque par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dites-nous un peu, vous êtes le père fondateur de l'association Bana Congo de Verviers. Cette association a quoi comme but? Pour quel but vous l'avez créée en fait? Oui, il faut dire que je ne suis pas le président de Bana Congo actuel ici. Cette association-là qui retrouve ses racines il y a 25 ans, près de 30 ans aujourd'hui.
Il est vrai que j'ai été à l'origine de la création d'une association qui devait regrouper les Congolais de Verviers et des alentours. C'était à l'époque où nous nous retrouvions ici, presque chassés de notre pays par la politique qui était administrée. Et donc, ici, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de comprendre une seule réalité, quelque chose qui est réel, c'est que l'union fait la force, qui est la devise tout simplement des Belges. L'union fait la force. Et donc j'ai dû utiliser cette devise-là pour la partager avec nos amis, leur dire que bon, pour une histoire de papier administratif, vous ne pouvez pas aller courir tout seul dans votre coin en espérant avoir quelque chose. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble et nous pourrons poser nos revendications de manière claire et correcte et nous serons entendus. Et exactement, c'est ce qui s'est passé lorsque mes amis congolais de Verviers comme de Liège, même plus loin de Bruxelles, Anvers, ont compris ce message-là qu'il fallait s'unir et quand nous initions, on était plus forts. Vers les années 2000, la Belgique, sous notre pression et la pression de beaucoup d'autres associations, a accepté de passer à la naturalisation des étrangers, entre autres les Congolais, et puis de leur donner des documents administratifs qui pouvaient leur permettre de vivre de manière décente en Belgique. Eh bien voilà, la première appellation de l'association, c'était COREZA, Communauté des réfugiés zaïrois. Et ensuite, avec l'évolution des choses, c'est devenu la CORECO, donc Communauté des ressortissants congolais, et puis ça s'est transformé en CECOBEL, Centre congolais de Belgique, et avec le temps, aujourd'hui, nos jeunes qui sont à la manette, qui dirigent l'ASBEL, l'ont transformé en ASBEL Bana Congo, dans laquelle nous n'avons aucune prétention ni aucune revendication. Nous sommes même contents que le relais se soit fait et que la jeunesse reviennent au pouvoir, ainsi de suite, tout ce que nous souhaitons dans la dynamique de l'évolution d'une société, quoi. En plus, ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur leurs aînés s'ils ont des questions, s'ils ont des petits soucis, donc ils savent qu'ils peuvent toujours revenir vers vous. Oui, ils le savent, mais comme vous savez, nous avons affaire à un peuple revêche et rebelle, hein, un peuple qui n'arrive pas facilement à accepter des leçons venant de leur grand-père, père, ancien. Non, le peuple congolais croit qu'il l'invente ou réinvente le monde à sa manière. Et pourtant, quand nous inspirons un peu du comment l'Europe s'est développée, est devenue ce qu'il est, l'Europe est devenue ce que nous admirons aujourd'hui, il faut croire tout simplement que c'est la discipline qui va qui sort de la famille, qui rentre dans les strates, qui entre dans les associations, dans les administrations, dans les gouvernements. La discipline, c'est-à-dire veiller à respecter les aînés. Les aînés ont plus d'expérience que les jeunes. Et les aînés préparent toujours l'avènement des jeunes. Mais chez nous, les Congolais, bon, vous savez ce qu'ils sont, hein, ils peuvent chercher à sauter du point 2 pour atterrir au point 23, alors que bon, il y a des étapes qui n'ont pas suivi. Mais ils sont champions, comme des gens qui deviennent riches du jour au lendemain sans qu'on s'explique pourquoi. Merci beaucoup, papa, en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre, d'avoir pris le temps d'être là sur notre plateau cet après-midi. Nous arrivons à la fin. Parle-moi de toi TV a pour but d'encourager
à travers des différents témoignages comme vous venez d'entendre aujourd'hui. Notre but, c'est d'encourager, de motiver les jeunes. Donc si vous avez une entreprise à promouvoir, des idées à défendre, si vous avez des publicités, Parlement de Toi TV est votre chaîne. Quand vous maîtrisez un sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes là pour vous, c'est votre chaîne pour défendre vos idées. Et moi, ce que j'ai retenu ici, n'oublions pas que nous jeunes, on a nos aînés qui sont passés avant nous, ils ont des expériences avant nous, ils sont tombés avant nous. Leurs expériences nous permettent d'avancer, leurs expériences nous permettent de ne pas commettre les mêmes erreurs que eux, afin que notre avenir soit encore meilleur, mieux que ce que eux ont fait ou ce que eux n'ont pas pu faire. Nous arrivons, dites-moi. Un dernier mot que je voulais juste glisser dans votre excellent travail, parce que je dois aussi en parler, excusez-moi. C'est-à-dire, en ce moment, ici où le Congo et tous les Congolais sont confrontés un peu à cette psychose de la guerre à l'Est et de massacre des populations congolaises des régions en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Je voudrais surtout appeler les Congolais qui sont au pays comme ceux qui sont à l'extérieur. Je n'ose pas parler de diaspora parce que c'est un mot qui est fortement galvaudé, qui est mangé à toutes les sauces. Surtout les Congolais qui sont à l'extérieur, de penser correctement à l'unité. Il nous manque beaucoup de ce sentiment-là d'attachement à un même pays. Nous vivons dans nos différentes situations comme si nous étions chacun un Congolais à part, alors que nous partageons les mêmes territoires, nous partageons les mêmes villes, et puis que nos familles, à un moment donné, se sont entremêlées. Nous avons des enfants, des petits-enfants qui sont issus des liens, des relations entre les bas Congolais avec les Kivusiens, comment dire, les swahiliphones de Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kolwezi, avec nos compatriotes de l'Équateur, de l'Issala, de Boende, de je ne sais pas où, ainsi de suite. Mais nous nous comportons comme si nous étions nos propres ennemis. Ici, M. Félix Tshisekedi Tshilombo est un Congolais comme il n'y en a pas plus, comme nous autres. Nous avons souhaité avoir un Congolais à la tête du pays. Laissons le Congolais travailler. Nous ne devons pas cracher sur notre propre frère. Il nous représente dans sa fragilité comme dans son intelligence. Aujourd'hui, il est en train de nous démontrer qu'il est même fin politique que ceux qui y ont été là depuis longtemps. Et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, comme l'ont fait les Français lorsqu'ils ont été envahis, c'est se réunir derrière le patriotisme, oublier les faiblesses de notre président, puisqu'il est un homme, il est aussi faible. C'est quelqu'un que nous avons connu ici, qui a travaillé avec nous à l'UDPS ici, c'est aussi quelqu'un de faible. Mais quand on parle de lui, quand on l'insulte, mais il faut qu'on se rende compte qu'il a des enfants, il a une femme, il a une famille qui nous écoute, qui nous regarde, qui aimerait être insulté comme il l'est à sa place. Personne. Parce que je pense que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons acquis de nos parents une éducation convenable, nous permettant de respecter les gens, quels qu'ils soient, surtout comme on vit ici. Ici, tu ne peux insulter personne. Tu insultes personne, tu as tout de suite un procès qui te colle. Et là-bas, le président de la République, s'il suit les insultes, il les écoute, mais il ne répond pas. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de nous positionner face à cette situation de l'Est. Nous devons taire nos divergences, nos différences, pour nous unir contre un seul ennemi, qui est qui?
D'abord, on voit le président rwandais et ensuite, on voit les Occidentaux. Dans le chef de pays comme la Belgique notamment, la France, l'Angleterre surtout et les États-Unis. Nous ne devons pas nous tromper sur la nature ni sur l'identité de notre nid commun. C'est ça que je voulais interpeller nos frères et sœurs congolais qui se complaisent à parler beaucoup de... Il n'y a pas de Mpiodi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci, alors que nous avons un grand problème que nous devons tous résoudre en même temps. Et la dernière chose que je voulais dire, en termes d'expertise, je viens de faire ici une agréable expérience avec votre chaîne. Et je suis ému, il faut le dire, parce que il n'y en a pas beaucoup en Europe. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique, il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles, ni à Liège, ni à Verviers. Vous êtes les premiers que j'ai rencontrés et je voudrais vous souhaiter vraiment une très très bonne continuation, mais vous devez aussi arriver à faire des émules, mais surtout, je voudrais vous voir mis à l'avant-plan pour montrer que les Africains, quels qu'ils soient, les Congolais, nous avons aussi une expertise. Elle est là. Vous me recevez aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai déjà fait, c'est l'une des premières fois qu'un média réalisé par des Africains s'occupe de recevoir un Africain. Alors que bon, on voit des vidéos circuler, on voit des journalistes, on voit qui vont sur le sensationnel, qui montrent beaucoup plus le sang, qui montrent beaucoup plus des choses irrespectueuses, qui montrent beaucoup plus les insultes, qui vont vilipender les gouvernants, qui vilipendent les Congolais. Mais ce n'est pas ça notre tradition. Notre tradition, c'est le respect des anciens et l'amour, et surtout nous taire, laisser faire ceux qui sont en train de travailler, les aider pour qu'ils fassent mieux leur travail, les encourager pour qu'ils fassent mieux. Et en cela, je vous remercie. Je souhaiterais qu'on fasse beaucoup plus de bruit pour votre média et que vous alliez de l'avant encore plus. Merci. Moi, j'ai retenu, en tout cas aujourd'hui, on doit être unis, comme les enfants qui vivent dans la même maison. Exact. On n'a qu'un papa et une maman dans cette maison-là. Et nous devons nous aimer et restons vraiment unis. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Parle-moi de toi TV et votre chaîne. Nous reviendrons très bientôt avec des nouveaux numéros. À très bientôt, une bonne fin d'après-midi. Et encore merci à l'hôtel Van den Valk de Verviers qui nous avait reçus cet après-midi. Et merci à toute l'équipe de Parle-moi de toi TV.